va vivre ce matin une journée prospective. Tous les signaux qu'on vous présente ce matin sont captés auprès de dirigeants, de PME industrielles. Il y en a certains parmi vous. Aujourd'hui, on a des grandes entreprises, des donneurs d'ordre qui travaillent sur des plans de décarbonation dans leurs entreprises. Donc ce mouvement de décarbonation pourrait rapidement s'imposer aux fournisseurs en Europe et à l'international. Problème, la BPI, par une étude qu'elle a fait récemment, nous montre que si 80% des dirigeants des PME, PMI sont convaincus qu'il faut rentrer dans cette dynamique de changement climatique et de changer les choses, pour autant, même s'ils sont 80% à être convaincus, seuls 13% aujourd'hui déclarent être en capacité de réduire fortement leur empreinte carbone dans les 5 ans à venir. À cela s'ajoute bien sûr une pression de plus en plus forte de la société civile, des clients finaux en fait, sur les entreprises. Par l'information donnée sur l'empreinte carbone des produits finis, on a un certain nombre aujourd'hui d'outils qui sont en train d'apparaître, qui vont permettre de tracer les produits et de mesurer l'impact carbone de ces produits. Je vous invite à aller voir le site internet Carbon Fact, et puis aussi Decathlon qui aujourd'hui maintenant annonce directement l'empreinte carbone de chacun de ces produits mis en vente sur internet. Alors du côté des fournisseurs, en réponse à cela, ils vont devoir conduire leur propre démarche de décarbonation. Selon une étude de l'ADEME, pour les entreprises de la MECA-META, les enjeux prioritaires de décarbonation concernent essentiellement l'efficacité énergétique et l'électrification. Donc les fournisseurs vont devoir être en capacité de fournir des informations de type empreinte environnementale, dont le carbone, qui seront demandées de manière contractuelle par les donneurs d'ordre. La chaîne de valeur, de manière générale, va donc être appelée à évoluer et à se structurer autour de ces transmissions des informations. Ça pose la question du lien de confiance qui va devoir être établi ou réétabli avec les donneurs d'ordre, puisqu'il va y avoir du partage d'informations sur cette empreinte carbone. C'est aujourd'hui dans l'intérêt des donneurs d'ordre d'aider leurs fournisseurs à monter en compétence dans leur politique de décarbonation. Je vous invite aussi à aller voir dans le dossier Signaux, quand vous l'aurez en fin de semaine, le projet Zéro Carbone Project, impulsé par Schneider Electric, qui accompagne ces 1000 principaux fournisseurs pour les aider à réduire de 50% leur empreinte carbone d'ici à 2025. L'idée derrière, c'est que Schneider fournit directement des outils et des ressources qui permettront à ces fournisseurs de quantifier leurs émissions de CO2 d'une part, ou encore de fixer et atteindre leurs propres objectifs de décarbonation. Sur tout ça, il va y avoir aussi un impact sur les territoires, et on voit que, poussé par la logique de développement durable, en particulier de décarbonation, on a de plus en plus de synergies interindustrielles qui se mettent en place sur les territoires, notamment dans le lancement des projets. Je vous invite à aller voir le pôle Avenia, qui est spécialisé dans l'industrie du sous-sol. Donc l'industrie du sous-sol, c'est tout ce qui est oil and gas, stockage géologique, mines et carrières, qui est à l'initiative d'un grand projet territorial sur la décarbonation, dont l'objectif est de capter le dioxyde de carbone. Donc ça se passe dans le sud-ouest, du côté de la frontière espagnole. Donc capter le dioxyde de carbone en sortie d'usine, de le transporter dans des pipes et de l'injecter dans des sites de stockage géologique. Et on voit qu'il y a tout un écosystème qui est en train de se créer dans le sud-ouest autour de ces logiques-là. Pouvoir m'enrichir des partages sur les collectes qui avaient été faites pendant les mois derniers. À être surpris et puis à avoir des éléments de réflexion. On voit bien que le collaboratif, il est au cœur de l'ensemble, en fin de compte, que ce soit avec les fournisseurs, que ce soit avec les collaborateurs. Ce qu'on apprend, c'est beaucoup de choses sur la partie énergie, beaucoup de mouvements au-delà de la partie économie d'énergie. Le sens de l'humain, c'est l'équipe avant tout. Puis les problèmes environnementaux qui ne sont pas à négliger. On a beaucoup parlé d'énergie.
Alors au niveau de l'économie de la fonctionnalité, on voit qu'il y a certains industriels qui misent, et ça m'a beaucoup surprise parce que j'en ai eu beaucoup qui m'ont partagé cette notion-là, sur la reconception en fait de leurs produits, puisqu'ils sont contraints avec les approvisionnements. Donc ils sont en train de repenser leurs produits avec les matériaux ou les pièces disponibles, mais également du coup l'économie de la fonctionnalité avec les services. Comment est-ce que je vais mettre en place justement, je vais apprendre à vendre des services au-delà même des produits déjà existants dans mon entreprise. L'objectif pour eux, c'est d'avoir un maintien justement d'activité à court terme, une moindre dépendance de la production, et puis également pouvoir, là encore à court terme, créer de la valeur. Un industriel, plutôt dans le domaine de l'électronique, me disait que de toute manière, à l'heure actuelle, il faisait le constat qu'il maîtrisait de moins en moins la notion de production. Donc en ce moment, moins on fabrique et plus on vend de services, mieux on se porte. Mais d'autres auront une lecture beaucoup plus structurelle, comme je vous le disais, et réfléchiront davantage autour de l'évolution de leur modèle économique. Il y a une dirigeante industrielle dans le domaine de la chaudronnerie qui justement m'indiquait que l'approvisionnement lui fait très peur, car ça devient durable et les répercussions seront fortes sur le pouvoir d'achat. Elle se pose la question, elle qui vend du métal, je me questionne de plus en plus sur la valeur même de mon entreprise. Où est-elle? Comment s'exprime-t-elle? Et donc pour tenter d'y répondre, justement, elle forme ses équipes au design circulaire, à justement l'économie aussi de la fonctionnalité. Donc tous ces services qui se développent dans l'industrie, et au détriment parfois de la production et pas forcément en complément, posent aussi la question de l'ADN de l'industrie demain, si on se renforce toujours plus dans la question de service. La question qu'on voulait vous poser ce matin, c'est toutes ces nouvelles approches qui viennent de vous être présentées. Est-ce que pour vous, est-ce que vous pensez que ça peut créer de la valeur pour votre entreprise? Oui ou non? Vert, rouge. À vos votes. Alors, beaucoup de vert. Orange pour certains. D'accord, très bien. Qui souhaite s'exprimer spontanément sur cette question? On a de moins en moins les marges se réduisent avec les transports, avec les coûts des matières. Donc on a tout intérêt à pas tout porter sur le service, mais en partie et de déporter notre valeur ajoutée en fin de compte. Du moment où on parle de service, on ramène sur l'usage et qu'est-ce qu'on fait du produit qu'on vend et l'usage qu'on en fait derrière. Ce qui nous emmène à un nouveau métier aussi, qu'on essaie de décaler, puisque nous, ça nous emmène sur un métier de conseil. Ça crée tout un système de valeurs et d'effets utiles qu'on ne voit pas et qui est caché par le prix de vente. Je commence à rencontrer des acheteurs avec qui on va travailler en collaboration pour obtenir une affaire. Donc ça n'est plus finalement le client qui va obtenir une affaire, je dirais, avec son fournisseur, mais il va l'obtenir grâce à son fournisseur. Voilà, travailler un petit peu sur la stratégie dans l'entreprise. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle d'Hudson, qui nous a semblé intéressant et en parfaite corrélation avec les signaux qu'on a captés. Donc ce modèle d'Hudson, il présente un petit peu les différentes phases de transformation de l'entreprise, avec deux phases où je dirais l'entreprise ou les collaborateurs sont plutôt en énergie haute. La première phase qui est la phase de conquête, donc on remet en place des actions, des résultats, on a de l'enthousiasme, de la passion pour des nouveaux projets. Et puis une deuxième phase de stagnation où il y a un petit peu on rencontre des dysfonctionnements, on n'est pas tous totalement alignés, mais on est encore quand même en énergie haute. Et puis à un moment donné, dans les projets, on va basculer en phase 3. Et la phase 3, c'est la phase de désengagement et cette fameuse phase de cocooning où en tant qu'individu, on va vouloir se protéger parce que finalement l'environnement extérieur, il est trop instable, il est trop imprévisible, il est trop compliqué. Et on voit bien que la pandémie actuelle, et avec cette 5e vague qui arrive, on a comme ça des personnes et donc des collaborateurs qui cherchent plutôt à se protéger et qui n'ont pas l'énergie pour repartir dans des nouveaux projets. Et puis la phase 4, c'est la phase de renouveau, où on va réexpérimenter, explorer, réintégrer un certain nombre de projets pour pouvoir rebasculer dans une nouvelle dynamique. Une personne qui était professionnelle de l'accompagnement nous disait que c'était important de bien respecter les phases aussi des équipes. Et attention aux équipes qui sont en énergie basse, donc en phase 3, il faut bien respecter cette vulnérabilité. Et donc cette professionnelle de l'accompagnement nous disait « Je vois un décalage important entre les dirigeants qui sont en phase 4 ou au début de la phase 1 d'un nouveau cycle, qui ont l'énergie pour expérimenter et lancer de nouveaux projets, et leurs équipes, épuisées par les épreuves de ces derniers mois,
qui se disent plutôt à quoi bon. Certains ressentent même de l'éco-anxiété, donc autour du développement durable. Ces réactions sont typiques de la phase 3 du modèle d'Hudson, et il faut être prudent. Dans cette étape, la personne a besoin de se protéger, de se ménager. Elle n'a plus d'énergie, on ne peut pas la tirer de force sous peine d'aggraver la situation. Merci à tous. Et puis on est bien sûr disponible, toute l'équipe de CAP et nous-mêmes, pour des échanges plus spécifiques. Je repars avec pas mal d'idées à creuser, des marchés à regarder et des webinaires à voir. Donc il y en a un qui a été annoncé en janvier sur l'évolution du marché au niveau automobile, voiture électrique. Voilà, ce que j'attends, c'est qu'on puisse continuer à échanger et que ça soit vraiment un moteur pour le territoire, en fin de compte, quoi. Partager le changement et emmener nos équipes pour continuer à être des équilibristes et s'adapter dans un monde qui est en perpétuel mouvement.